Bună ziua! Ne întâlnim astăzi la Elefant Fest cu o scriitoare de origine franceză și engleză, Tatiana Deronay, o doamnă care scrie atât de frumos încât a impresionat publicul din toată lumea pentru că vânzările cărților sale ajung la cifre impresionante. Vorbim astăzi cu scriitoarea franceză care ne va povesti despre literatura ei, despre ce o inspiră și cum a început să scrie. Bonjour Tatiana Deronay. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous en prie. De la part de tout votre public roman. Ça me fait très plaisir, merci beaucoup. C'est le plaisir et le nôtre. Bon, merci à vous. Merci à vous. Donc, je vais commencer par vos origines. Vous avez eu des origines mixtes, oui. Françaises, anglaises, russes. C'est vrai. Est-ce que cela a compté dans votre parcours littéraire? Vous savez, les écrivains sont de deux catégories de ce point de vue. Ceux qui disent depuis l'enfance, je connaissais mon destin, je savais qu'un jour l'écriture serait mon but dans la vie. Et les autres qui disent non, j'ai découvert l'écriture à l'âge adulte, j'ai écrit beaucoup de romans que j'ai mis dans le tiroir et tout ça. Est-ce que ça a compté pour vous? Est-ce qu'il y avait des histoires de votre enfance, de vos origines peut-être, des gens de la famille qui vous ont impressionné pour devenir écrivaine? Alors non, je vais peut-être vous décevoir. Je ne dois rien à ma famille en fait. J'imagine, cette vocation par la chance d'avoir une imagination. Très tôt, j'étais une petite fille qui aimait inventer des histoires, quand j'étais en classe, lorsque j'écrivais des rédactions, c'était toujours beaucoup plus long que les autres personnes de ma classe et mes professeurs disaient « Ah, c'est très bien, mais vous avez fait 10 pages alors qu'on vous a demandé 2 ». Et là où ma famille a été formidable, c'est que très vite, on m'a encouragée. Donc, j'ai une mère anglaise née à Rome et un père français de mère russe né à l'île Maurice. Vous voyez, je suis vraiment un melting pot, comme on dit. Oui. Voilà. Et j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier très tôt d'une double culture, ce qui fait que j'ai 2 langues d'écriture, en fait, l'anglais et le français. C'est venu d'abord en anglais parce que je vivais à l'époque aux États-Unis, parce que mon père enseignait à Boston, à MIT. Donc, j'ai appris à lire et à écrire aux États-Unis. C'est pour ça que d'ailleurs que j'ai gardé un accent américain qui désespère ma mère, qui, elle, a un accent très british. Moi, j'ai un accent américain. J'ai fait mes études en France, mais aussi en Grande-Bretagne. Et donc, je dirais que la famille m'a servi pas tellement comme modèle d'écriture, mais peut-être que toutes ces influences russes par ma grand-mère, mauricienne par mon grand-père qui était peintre, anglais du côté des Anglais, peut-être que ça a contribué, si vous voulez, à cet imaginaire qui était nourri, bien sûr, de tous ces livres que j'ai commencé à dévorer très tôt. J'insiste beaucoup là-dessus. Pour moi, l'écriture, elle est née de la lecture. Et il y avait plusieurs auteurs que j'ai lus très jeunes qui m'ont beaucoup inspirée, dont une certaine Daphné du Maurier qui est derrière moi. Je peux vous citer aussi Émile Zola, qui a été très important dans ma jeunesse. Et donc, le fait d'avoir cette double culture qui m'a permis très tôt de lire dans les 2 langues, je pense, m'a apporté une certaine richesse qui a encore décuplé cet imaginaire. Ça développe beaucoup l'imagination, c'est vrai. Les écrivains que vous avez évoqués sont très connus par le public. Oui, je sais. J'espère au moins. Je peux aussi vous citer Virginia Woolf, je peux aussi vous citer Oscar Wilde et Maupassant et l'américain Edgar Poe, qui ont été vraiment des très belles inspirations pour moi. Tout ce que vous évoquez me fait penser à une certaine noirceur qui existe dans ces sources, mais aussi dans votre style,
qui est très tendre en même temps. Mais puisque vous avez parlé de Daphné du Maurier, est-ce que vous pouvez me raconter comment vous avez découvert cette écrivaine qui est une de mes préférées aussi, au moins pendant mon adolescence et bon, il y a beaucoup d'années. Alors, j'ai encore plus pour moi, puisque j'ai fêté un anniversaire très important il y a quelques jours. J'ai changé Oui, de bon décennie. anniversaire. J'avais Merci. oublié de vous le souhaiter. Non, non, Donc, bon merci, c'est trop anniversaire gentil. à vos Moi, amours. merci. J'ai la chance d'avoir découvert Daphné du Maurier très jeune. Je devais avoir 11 ou 12 ans. Et c'est ma mère, qui est anglaise, qui m'a donné Rebecca à lire. Ce roman m'a tellement fascinée, me l'a donné pour Noël. Ce livre m'a tellement fascinée. C'est un livre qui explore, on va dire, la psychologie euh, d'un mariage. C'est-à-dire, c'est une jeune épouse dont on ne connaît jamais le nom, qui va épouser un veuf. On ne sait pas comment il a perdu sa femme, on va le découvrir. Et ce livre est hanté par la première épouse, la fameuse Rebecca de Winter, tellement fascinante. J'ai lu ce livre, j'ai eu un choc. Ce livre n'a pas de fin en plus, vous êtes obligé de vous faire votre propre fin. Ça m'a beaucoup inspiré dans ce que j'écris, que le lecteur puisse continuer sa réflexion à lui, à elle. Et donc, je suis tombée amoureuse de Daphné du Maurier, de son style, de sa noirceur, c'est vrai. Je suis plutôt un auteur qui aime, et je pense que c'est à cause d'elle et à cause d'Émile Zola aussi, j'aime bien aller explorer tout ce qui est caché, tout ce qu'on ne dit pas, tout ce qu'on ne montre pas. Je ne suis pas vraiment ce qu'on appelle un auteur feel good. Je respecte beaucoup les auteurs feel good qui racontent la beauté de la vie, les rencontres, l'amour. Moi, j'explore le côté obscur de la force. The dark side of the force. Ça, c'est moi. Ce qui n'empêche pas de parler de choses plus légères, bien sûr, ça m'arrive. Mais depuis toujours, les lectures un peu sombres, émouvantes, où on est bouleversé. C'est ça qui me plaît dans la littérature. Je pense que la littérature existe pour que le lecteur sorte de sa zone de confort. Moi, je préfère bousculer mon lecteur, le choquer peut-être, le faire pleurer, l'émouvoir, que de le laisser indifférent et de l'abreuvoir avec des bons sentiments et un happy ending où la personne ferme le livre et l'oublie. Je préfère que mon lecteur soit très déstabilisé, mais qu'il ne m'oublie jamais. Alors, ce n'est pas facile parfois parce que certains lecteurs peuvent être déstabilisés par les livres parce que j'aborde des sujets difficiles. Vous avez publié Sentinelle de la pluie, je ne sais pas comment il s'appelle, voilà, qui est un sujet un livre qui aborde des sujets difficiles aussi, familiaux. Donc, voilà, cette noirceur, pour moi, je dirais même pas que c'est le mot noirceur, parce qu'on pourrait croire à tort que je parle d'un roman policier ou d'une enquête avec un crime. Et ça non plus, ce n'est pas mon style. Je dirais que j'essaye d'éclairer ce qui est obscur en nous. J'essaye de mettre une lumière sur ce qu'on ne montre pas et sur ce qu'on ne dit pas, parce que soit c'est un secret, soit c'est un mensonge. C'est ça qui me fascine. Oui, il y en a beaucoup. Voilà. Et en même temps, vos livres donnent de l'espoir. Donc maintenant, je voudrais vous poser cette question puisque vous m'avez inspirée. Est-ce qu'il y a un livre qui a déstabilisé votre vie à vous ou bien qui vous a donné de l'espoir? Alors, je dirais qu'Émile Zola, je reviens à lui, je l'ai découvert à 13 ans. À l'école, on nous faisait lire Zola. Et je remarquais qu'autour de moi, beaucoup des gens dans ma classe faisaient « Ah, Zola, c'est tellement épais, c'est tellement gros le livre ». Et moi, j'ai eu un tel choc en lisant L'Assommoir, qui est donc l'histoire de la déchéance d'une femme. Je n'avais encore pas compris grand-chose à l'amour ni à la vie. Quand j'ai lu ce livre, j'avais 13 ans, j'étais encore très innocente. Mais c'était tellement puissant, ce livre, tellement âpre. On
on suit tout le parcours de cette femme assez terrible. Il y a des très beaux moments, il y a des moments terribles. Et donc, ce roman-là m'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué parce que Zola, en fait, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il ne, comme on dit en français, il ne prend pas de gants. Hein. Oui, oui. Il écrit Ça, les c'est choses pareil. comme s'il les explorait avec un microscope. Donc, je dirais que ces livres m'ont beaucoup porté par la puissance de son exploration de l'âme humaine. Et je cherche désespérément un livre qui pourrait m'avoir donné de l'espoir. Mais je dirais que la littérature en général, pour moi, elle donne de l'espoir parce que justement, elle nous permet, même avec des thèmes difficiles et épineux, elle nous permet une réflexion, elle nous permet d'avancer. Et c'est cela, en fait, la mission, me semble-t-il, de l'écrivain aujourd'hui, c'est de pouvoir donner à un lecteur, à une lectrice, la possibilité de réfléchir, de se poser des questions. On n'a pas toutes les réponses. Nous ne sommes pas non plus des savants, nous ne sommes pas des devins, nous ne sommes pas des scientifiques, mais notre travail consiste à donner des réponses d'une certaine façon en se posant des questions, si vous voyez ce que je veux dire, pour engranger un processus de réflexion. Et c'est peut-être ça, l'espoir de la littérature. C'est vrai que parfois, poser une question rend impossible la réponse. Oui. Mais en même temps, ça fait peur réfléchir pour beaucoup de gens. Mais je sais, mais je pense que nous ne pouvons pas aborder la littérature en étant persuadés que c'est la littérature qui va donner des réponses. Je pense que écrire, c'est laisser une trace. Lire, c'est suivre cette trace. Je pense que écrire, c'est ouvrir des portes et lire, c'est franchir ces portes. La littérature, c'est permettre un voyage qui peut-être va vous apporter des réponses à vous. Je pense notamment, je reviens là à Virginia Woolf, qui est une écrivaine immense, qui étudie d'une façon sublime et extraordinaire le flux de la vie, puisque toute la vie de ces personnages s'est vécue d'une façon intérieure, comme Mrs. Dalloway qui va couper ses fleurs et on suit tout le processus interne de la vie de Mrs. Dalloway en la suivant dans sa journée. Et le travail de Virginia Woolf est important aussi puisqu'il permet cette réflexion dont vous parlez. Il ne donne pas toutes les clés non plus, mais il nous permet de nous transporter ailleurs, dans la tête de quelqu'un d'autre. Et rien que ça, c'est tellement capital. Alors, je sais que le cinéma peut faire ça aussi, les séries, la musique, mais la connexion qu'il y a entre le mot écrit et le voyage intérieur est absolument essentielle et précieuse à mes yeux. Oui, ça ouvre les portes de l'imagination. Donc maintenant que vous avez évoqué Mrs. Dalloway, je pense à ça. Comment se déroule une journée de votre vie d'écrivaine? Alors, comme voyage antérieur et comme voyage extérieur, c'est-à-dire toutes les choses que vous devez faire, écrire votre programme qui doit être assez strict pour écrire comme ça et pour avoir un tel succès. Alors, vous savez, l'écriture, c'est une discipline. Beaucoup de gens pensent à tort qu'il suffit de nous asseoir. Donc là, je suis assise au bureau devant lequel j'écris. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit d'attendre l'inspiration. Je dois vous dire que c'est faux. L'inspiration, c'est quelque chose de très fugitif. On dit attendre la muse en français. Ce n'est pas ça. Stephen King dit souvent you just need to sit down and get to work. Et c'est vrai, vous devez vous asseoir et vous mettre au travail. C'est un travail comme un autre, c'est un travail physique. Il faut s'asseoir et écrire. Alors maintenant, beaucoup d'écrivains ont des méthodes différentes. Certains font des plans comme Émile Zola, très précis. Émile Zola, il savait exactement où il allait, jour par jour. Daphné du Maurier aussi, elle avait des notes. Virginia Woolf, elle suivait son processus intérieur, elle suivait ses inspirations, c'était très poétique.
moi, ça change avec chaque livre parce que je n'aime pas répéter tout le temps la même méthode. Donc, il y a certains livres où je n'ai pas fait de plan et je suis partie comme un explorateur avec une torche dans une grotte, parfois un peu inquiétante, où je ne savais pas très bien où j'allais arriver. D'autres livres, comme Sentinelle de la pluie, par exemple, ou comme Elle s'appelait Sarah, j'ai dû les bâtir, j'ai dû vraiment faire un plan. Célestine Dubac, je n'ai fait aucun plan. J'ai suivi mes personnages. Celui que je suis en train d'écrire en ce moment, j'ai un mini plan. En fait, je note les scènes importantes que je ne mets pas dans un ordre précis. Et sinon, techniquement, je préfère travailler le matin, très tôt, avant que le téléphone sonne. Parce que je suis aussi une maman, une épouse, la fille de 2 parents âgés, une sœur, donc une amie. Donc, j'ai aussi ma vie sociale et puis j'ai ma vie de rencontrer mes auteurs. Alors maintenant, beaucoup de choses se font malheureusement à cause de la pandémie, comme on le fait aujourd'hui, mais j'ai repris récemment le chemin des dédicaces, donc ça, c'est très agréable. Donc, tout ça, c'est une organisation. Essayez de caser vos horaires d'écriture dans une journée de promotion, de voyage. C'est pas toujours facile. C'est une question d'organisation. Oui, et beaucoup de discipline. Et de discipline, absolument. Parfois, je m'oblige à me lever tôt pour avoir ces heures d'écriture qui sont très précieuses le matin, avant que la vie reprenne le dessus, que les emails commencent à arriver, que les appels commencent à arriver. Voilà. Est-ce que ça vous arrive de prendre des choses de votre vie ou des vies des autres? Donc ça, c'est un cliché pour tous les écrivains, mais quand même, on ne peut pas échapper à ça. Donc c'est général, non? On voit Alors des choses. c'est très différent, encore une fois, avec chaque auteur. Je dirais que oui, il y a des choses de ma vie qui sont dans chaque livre et parfois les lecteurs et les journalistes veulent absolument savoir quoi. Par exemple, dans Elle s'appelait Sarah, beaucoup de gens pensaient que moi j'étais cette journaliste américaine alors que je ne suis pas américaine. Je n'ai pas cet horrible mari qu'elle avait dans le livre. Je n'ai rien à voir avec Julia Jarmont, mais comme j'ai mis tellement d'émotions que j'ai ressenties moi, en fait le piège c'est ça, vous savez. Dans un de mes livres qui, je pense, n'est pas sorti chez vous, qui s'appelle Les Fleurs de l'ombre, Flowers of Darkness, qui devient un film, et je suis très, très contente, qui explore le futur très proche et l'influence de l'intelligence artificielle dans nos vies. Beaucoup de gens ont cru que c'était moi, parce que cette personne, ça a l'air tellement vrai comment elle réagit face à des épreuves difficiles. On pense que l'auteur a connu ça. Et en fait, il ne faut pas oublier que nous sommes à la fois des vampires. Nous prenons bien sûr de nos vies, de la vie des autres, nous mélangeons tout ça avec notre imaginaire, parce que ça aussi c'est notre métier, c'est notre baguette magique. Nous savons travailler cette matière pour la rendre très personnelle. Et donc il est impossible pour moi de vous dire quelle est exactement la partie de moi, la partie de quelqu'un d'autre et mon imaginaire. On va dire que c'est une cuisine interne très spéciale qu'il est très difficile de décrire parce que d'abord, c'est un processus intime, très personnel. C'est comme si je vous invitais dans ma salle de bain le matin pendant que je me prépare. Eh bien, on n'a pas envie qu'on nous regarde. Eh bien, pareil, l'écriture, ça doit passer par, on va dire, le moulinet de votre propre expérience, mais vous la maquillez, vous la travaillez, vous l'explorez aussi pour en faire autre chose. Parce que c'est ça qui fait la différence entre un historien, par exemple, qui relate un fait historique, qui ne met pas d'émotion, et un écrivain qui rajoute son émotion d'écrivain. Je dirais que ce qui change tout, c'est l'émotion qui rend le récit vrai et qui fait que les lecteurs disent « Oh là là, c'est tellement vrai, donc elle a dû le vivre ». Oui, oui. Et donc, nous passons notre vie à dire « Méfiez-vous des écrivains. Nous sommes les menteurs, nous sommes les illusionnistes, nous sommes les grands magiciens. C'est notre métier de vous faire croire que c'est vrai. Mais méfiez-vous, ce n'est pas toujours vrai. » Mais parfois, c'est vrai, oui.
Et ça Parfois, influence les vies des autres. Quand vous dites ça déstabilise, mais aussi ça peut donner de l'espoir. bien sûr, ça peut donner de Oui. l'espoir, mais beaucoup de gens veulent savoir si c'est vous, si c'est pas vous, et je passe ma Mhm. vie à dire Non, c'est presque, pas moi. ou Oui. alors je n'ai Oui. pas envie de vous le dire, ça ne vous regarde pas. Exactement, oui. Voilà, le livre, c'est comme une bouteille lancée à la mer. Si vous le Mhm. lisez, que vous ressentez une émotion immense, eh Mhm. bien, je suis très heureuse. Mais je ne vais pas vous dire quelle est la partie. En fait, c'est un peu comme un acteur. Vous savez, Mhm. Mhm. vous voyez un film que vous aimez. L'acteur vous fait pleurer. Vous dites, l'acteur a dû vivre quelque chose comme ça, tellement c'est vrai. Vous n'en savez rien. Vous ne savez pas dans quoi l'acteur va aller puiser Mhm. pour Mhm. pleurer. Quelque Mhm. chose de très personnel, mais il vous dira jamais quoi. C'est Oui, pareil pour nous. oui, c'est vrai. C'est une belle définition de l'écriture. Oui. Mais du mensonge, mais je dirais pas mensonge. Non, Ça a une connotation négative, je mais dirais maquiller la vérité exactement, pour oui. en faire une autre vérité que le lecteur va croire. Oui, ou bien présenter un truc de magie, mais d'une autre façon. C'est ça. C'est pour ça que je préfère dire que nous sommes des magiciens, Oui, c'est vrai. au lieu de dire que nous sommes des menteurs. Vous avez mentionné Elle s'appelait Sarah, votre succès fulminant. Comment avez-vous géré ce succès? Quelle est votre empathie ou bien votre relation, empathie vers ou relation avec ce roman? Très bouleversant, mais en même temps très sérieux, très noir et qui donne de l'espoir. J'insiste là-dessus, car c'est Ouais. un début de la littérature, de donner de l'espoir. Alors d'abord, c'est un livre que j'ai écrit il y a longtemps déjà, maintenant presque 20 ans. Mhm. J'ai eu beaucoup de difficultés à faire publier parce que personne ne voulait le publier il y a 20 ans. Pourquoi? C'était un sujet trop dur pour la France, hein. Je Mhm. rappelle le contexte historique. C'est un roman Mhm. qui revient sur la rafle du Veldiv, Mhm. qui s'est déroulé le 16 juillet 1942, à 2 pas de où j'habite ici à Paris, et qui met en scène la collaboration française avec les nazis dans la Mhm. Deuxième Guerre mondiale et la déportation des familles juives et des enfants juifs, dont beaucoup étaient français parce que nés en France, vers les camps de la mort, et une petite fille qui échappe et qui va essayer de retrouver sa famille. Cette petite fille qui s'appelait Sarah. Personne ne voulait publier ce livre il y a 20 ans. J'ai eu peut-être une trentaine de refus. Ensuite, j'ai rencontré une éditrice qui a eu l'audace de la publier, Héloïse d'Ormesson, qui a réussi le tour de force, mais d'une façon incroyable, de faire qu'une quarantaine de pays ont publié ce livre en 2007. Il y a eu un magnifique film, donc ce livre a vraiment changé ma vie. Ça a été presque comme un conte de fées, mais je n'aime pas dire ça parce que le sujet est tellement noir qu'on ne peut pas dire ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est le livre qui a, oui, changé ma vie dans le sens où il m'a enfin apporté des lecteurs, alors qu'avant, je publiais des livres dans une quasi-solitude, Mhm. des livres qui ne se vendaient pas. Peut-être que, voilà, ce n'était pas le bon moment pour moi. Donc, les choses ont beaucoup changé avec ce livre-là. Ça m'a permis de retrouver mes lecteurs. Maintenant, ce qui est triste parfois, c'est quand les lecteurs restent bloqués sur ce livre-là et ne lisent pas les autres livres. Mais heureusement, ils sont minoritaires. Mhm. J'ai la chance d'avoir des lecteurs qui même préfèrent d'autres livres à ce livre-là. Je cite Manderley Forever, qui a vraiment touché énormément de lecteurs aussi dans d'autres pays. Donc, je suis contente d'avoir pu tourner la page de l'après Sarah, parce que ça aurait pu être. En fait, je me compare un peu à Daphné du Maurier, puisque Daphné du Maurier a écrit Rebecca, et toute sa vie, on lui a parlé que de Rebecca, et elle n'en pouvait plus. Mhm. Elle a écrit beaucoup d'autres livres, donc j'ai ça en commun avec elle. Donc, on va dire que c'est un livre pour qui je garde une immense tendresse et qui a un parcours très particulier dans ma vie, surtout qu'il a été refusé tellement, tellement de fois. Mhm. Mais maintenant, quand je croise un lecteur ou une lectrice qui ne me parle que de Sarah, j'essaie de lui dire très gentiment que j'ai quand même publié 15 autres livres et que je n'ai pas publié que Sarah. Mhm. C'est vrai, oui. Et maintenant, vous m'avez mentionné le livre que vous écrivez maintenant. Est-ce que vous pouvez nous en donner des détails ou ça reste secret? Ah, je peux juste vous dire que parce que je l'ai pas fini, donc je n'aime pas parler beaucoup de mes livres avant de les avoir finis, mais je reviens à mes thèmes de prédilection qui sont la mémoire des murs, Mhm. comment les âmes et les lieux sont habités par ce qui s'est passé là,
Je peux tout simplement vous dire aussi qu'il est question du très grand Émile Zola, qui habite ce livre d'une façon très spéciale. Ce n'est pas du tout une biographie. Il y a déjà eu des magnifiques biographies sur Zola, donc ça n'a rien à voir. Donc, c'est l'histoire d'une très jeune femme. J'ai une jeune héroïne cette fois, toute jeune, 28 ans, qui va vivre une expérience assez déroutante. Et voilà, est-ce que ça va changer sa vie? Comment ça va changer sa vie? Et je suis en train de terminer ce livre que j'ai commencé lors du premier lockdown. Ici en France, toute ma, toute ma promotion avait été annulée pour mon roman Flowers of Darkness, Les fleurs de l'ombre. Donc ça a été terrible. J'ai eu 30 rencontres, tous mes voyages à l'étranger qui ont été annulés. Donc la seule chose, c'était de me remettre au travail un peu plus tôt que prévu. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis bien sûr, il y a eu la surprise et le bonheur de publier Célestine, qui est un livre qui revient du passé. Donc ça a été aussi pour moi, ça m'a mis du baume au cœur de pouvoir publier Célestine dans un contexte tellement particulier que vous vivez encore, que nous vivons encore malheureusement. Oui, mais en dépit de tout ça, est-ce que la pandémie vous a apporté quelque chose de bien? Alors c'est une question très intéressante, Nadine. J'ai envie de vous dire que alors ça a fait le tri dans mes amis. En fait, j'ai appris qui étaient mes amis parce que j'ai C'est important ça, c'est vraiment rare. parce que j'ai On peut passer toute sa vie sans le savoir. j'ai traversé des épreuves pendant cette pandémie familiale difficile. Donc, ça m'a permis d'avancer. Ça m'a permis aussi de devoir prendre sur moi, de me rendre compte que ce virus me fait peur, que j'avais peur de l'attraper, que beaucoup de mes amis proches ont perdu un parent. Moi, j'ai des parents âgés, donc ça me fait encore peur. Donc, j'ai appris qu'à 60 ans, on peut encore avoir peur, alors qu'on se pense à cet âge-là très aguerri, très forte. Et puis, j'ai découvert ma ville, Paris, que j'aime tellement, sous un autre regard. J'aurais jamais pu imaginer voir ma ville déserte, avec personne dedans, pas de touristes, personne. Une ville fermée, une ville donc à la fois très terrifiant et puis artistiquement assez magnifique. C'est et riche, puis, oui. c'est très Oui. riche et donc c'est vrai que nous sommes toujours, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais nous devons encore porter le masque. Oui, bien sûr, ici aussi. Nous devons faire attention, ne pas embrasser les gens, pas serrer les mains, etc. Donc nous reprenons petit à petit contact. Là, j'ai beaucoup de rencontres en librairie, donc c'est étrange parce qu'il faut porter le masque. Ça change le paradigme social, donc c'est très, très différent de comment on vivait avant. Voilà. Je pensais à ce que vous avez dit et que la peur est la seule chose qui reste stable dans nos vies. Oui, c'est vrai. Ça, mais c'est vrai. C'est oui. vrai, et je sais que j'ai été changée par cette pandémie. Mes enfants qui ont vécu, qui sont jeunes encore, hein, ils ont 29 et 31 ans. Ils ont dû vivre seuls aussi, tout seuls, parce que nous ne pouvions pas être ensemble. Ils ont dû vivre ce lockdown tout seuls. C'est pas facile. Moi, je ne sais pas comment j'aurais fait à leur âge si j'avais été toute seule à vivre toute seule pendant un mois ou deux chez moi. Oui. Ce n'est pas facile. Donc, on a beaucoup tous grandi, et puis d'être séparés des personnes que nous aimons, notre famille, de nos aînés, de mes parents, ça a été difficile aussi. Et c'est pas fini. C'est tout pas ça fini, n'est pas oui, c'est fini. vrai ça, oui. C'est pas fini. Oui, maintenant j'ai une autre question qui est liée à ça. Est-ce que la solitude pour un écrivain est importante? Est-ce qu'un écrivain doit chercher la solitude? Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que... pardon, excusez-moi, doit l'apprivoiser ou bien c'est la solitude qui apprivoise l'écrivain? Alors, c'est très intéressant ce que vous dites parce que nous sommes des personnes confinées déjà par nature. Nous sommes seuls devant notre écran, nous sommes seuls devant notre ordinateur. Donc, il n'y a pas une très grande différence entre un lockdown normal de l'écriture d'un livre et puis surtout ce qui nous a été imposé. Je dirais que la seule différence, je reviens à cette peur.
la sidération que j'ai ressentie au début de la pandémie sur ce virus que nous ne maîtrisions pas encore très bien. Maintenant, nous savons comment ça se transmet, nous savons quels gestes. Au début, nous n'avions pas encore les réflexes, nous n'avions pas encore les masques, et donc nous avions peur. Et moi, la peur au début m'a empêché d'écrire, m'a empêché de lire. Pendant les premières semaines de la quarantaine, du confinement en France en mars 2020, j'avais trop peur de ce que nous vivions. Je passais ma vie à lire les journaux, regarder la télévision, écouter la radio pour essayer de comprendre ce que nous vivions. Je voyais ce monde qui se mettait comme ça sous cloche. Et donc, cette peur-là, fort heureusement, n'a rien à voir avec la solitude que nous devons apprivoiser, nous les écrivains. Moi, j'ai l'habitude de cette solitude, je la recherche. Elle est difficile pour ma famille, parce que je ne suis pas une bonne sœur dans un monastère, mais je dois faire comme si je rentrais dans un cloître. Ma famille m'a déjà vu des étés entiers ne pas mettre le pied dehors parce que j'avais un deadline pour un livre et donc ne m'a pas vu. Je sortais prendre mes repas, je parlais comme un zombie et je revenais travailler. Donc ils ont l'habitude de cette solitude que j'aime bien, hein. Je vous avoue, c'est juste très difficile d'être la personne publique ou la mère de famille. Et puis, j'aime bien être la personne toute seule devant son ordinateur. J'aime bien être cette personne-là. Mais bon, il faut faire cohabiter. Voilà, d'être sur les réseaux sociaux, de rencontrer ses lecteurs. C'est pas toujours facile, cette cohabitation de solitude. Et c'est vrai que c'est très différent quand elle est imposée ou quand elle est bien cherchée ou exactement. désirée. Oui. Alors, on doit finir l'interview maintenant, malheureusement, puisqu'on n'a plus de temps. Mais j'ai une dernière question. Bien sûr. Quel est le livre que vous lisez maintenant ou que vous avez lu récemment? Alors, moi, je viens de terminer de relire toute l'œuvre d'Émile Zola. Oui. Tous les Rougon-Macquart, il y en a 20. J'ai passé 1 an à les relire parce que nous n'avons pas pu parler de Célestine Dubach qui donc est publiée chez vous avec un autre titre, je crois, Cette vie qui t'appartient. Oui, exactement. Et Émile Zola, en relisant Célestine Dubach, je me suis rendu compte de l'importance d'Émile Zola. Et donc, j'ai voulu relire toute son œuvre. J'ai été vraiment transportée. Donc, je viens de terminer le dernier volume qui s'appelle Le Docteur Pascal. Et maintenant, je vous avoue qu'il me manque un peu. Je me suis habituée depuis 1 an à vivre avec lui. Donc là, je vais recommencer à lire des romans contemporains de la rentrée littéraire française. Mais je pense que je vais continuer à lire parce qu'il y a d'autres livres de Zola que je n'ai pas lus, moins connus. Donc, je vais peut-être revenir à Zola. Donc, s'il faut passer une autre isolation avec un écrivain, avec ses livres, vous recommandez Zola? Oui, tous les Rougon-Macquart, je sais qu'ils sont publiés dans votre pays avec beaucoup de succès, puisque sur Instagram, si vous suivez le hashtag Émile Zola, eh bien, on voit très souvent des lecteurs roumains qui postent sur Émile Zola. Donc, je vous encourage vivement à lire L'Assommoir, Germinal. Et d'ailleurs, je vous signale une très belle série télé, Germinal, qui est déjà disponible sur les plateformes de streaming, qui est magnifique. Une nouvelle, magnifique série que j'ai adorée, qui bouscule un peu Zola, mais je pense qu'il aurait aimé. C'est bien. Donc, il est bien vivant. Oui. Voilà, c'est ça. Bon, merci beaucoup, Tatiana de Ronay. Comment on dit merci en roumain? Mulțumesc. Mulțumesc, oui. Mulțumesc. Thank you. Merci à vous, oui. Merci à vous. Et à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.